Un jour, l'océanographe Tom, sa femme Julia et leurs 2 enfants, Cassie et Ben, partent en excursion en yacht dans la mer des Caraïbes. Pendant que Tom et Ben sont occupés à pêcher et que Cassie est absorbée par son gadget, Julia va nager. Soudainement, quelque chose l'inquiète. Julia regarde autour d'elle, mais la mer reste aussi calme que toujours. Cependant, elle ressent une sensation distincte de terreur, comme si quelque chose de grand et de dangereux tournait autour. En même temps, les instruments sur le yacht commencent à agir étrangement, mais Tom, préoccupé par la pêche, ne leur prête pas attention. Pendant ce temps, Julia se sent de plus en plus mal et commence finalement à se noyer. Elle crie, mais la famille ne l'entend pas. L'eau semble se déplacer et l'entraîne plus loin du yacht. Alors que la situation devient critique, Tom entend enfin sa voix. Il se précipite à la barre et le yacht se dirige vers la lointaine Julia. Tom plonge dans l'eau. Avec l'aide des enfants, ils la ramènent à bord et la raniment. Tom est en colère, car il demande toujours aux nageurs de prévenir les autres avant d'aller dans l'eau. Julia s'excuse, et l'incident est vite oublié. De plus, la famille a une raison de célébrer. Aujourd'hui, c'est le 13e anniversaire de leur fils Ben. Tom allume les bougies du gâteau, et tout le monde félicite Ben, qui reçoit des cadeaux pendant que Cassie prend une photo de groupe de la famille heureuse. À ce moment-là, le petit ami de Cassie l'appelle. Il lui demande comment s'est passée la baignade. Mais soudain, une tempête soudaine et intense commence en arrière-plan. Cassie est inquiète, mais son petit ami la rassure en disant qu'il est en sécurité. La connexion se coupe. Cassie raconte à ses parents la tempête sur la terre ferme. Mais ensuite, tout le monde ressent des secousses, se précipite sur le pont et voit d'immenses carcasses de baleines faire surface autour du yacht. Tom explique que parfois les baleines se désorientent pendant les tempêtes. Mais ces animaux poussent le yacht, menaçant leur sécurité. Tom plonge dans l'eau et revient bientôt à bord blessé. En essayant de comprendre ce qui se passe, il s'est coupé sur l'hélice. Julia recoue la coupure sur l'épaule de son mari et il explique que les axes du yacht semblent tordus, probablement par un coup de queue. Maintenant, il est peu probable qu'il puisse s'éloigner. Plus tard, Cassie essaie de rétablir la communication, mais il n'y a pas de signal. La radio ne capte aucun signal non plus. Tom commence à calculer leurs provisions. Il y a assez d'eau pour environ 4 jours, pas plus. Mais ils se trouvent sur une route maritime, donc quelqu'un finira par les trouver. Cependant, des sons inquiétants proviennent de l'extérieur, et lorsque la famille sort sur le pont, ils voient des objets lumineux tomber du ciel. Ils tombent de plus en plus près, et Tom, prenant un risque, démarre le moteur. Il réussit à diriger le yacht à l'écart du prochain météorite, mais le moteur est finalement endommagé. Le prochain objet tombe si près que la famille peut voir qu'il s'agit de satellites artificiels de la Terre. Un vent fort commence à souffler, et les instruments deviennent fous. La famille terrifiée se cache à l'intérieur du yacht, qui est secoué par les vagues. Ils mettent leur gilet de sauvetage et se préparent au pire lorsqu'un étrange son de cloche est entendu, causant des saignements de nez et des nausées. Tom essaie de demander de l'aide avec un pistolet de détresse, mais c'est en vain. La famille survit à peine à la nuit. Le matin, ils sont soulagés de se trouver en vie. Mais il y a un trou béant dans le côté du yacht, et il est difficile de comprendre pourquoi ils flottent encore. La famille sort et reste figée de stupeur. L'eau a disparu, et leur bateau se trouve sur un affleurement rocheux au milieu d'un désert pierreux où l'océan se trouvait autrefois. Quelque temps plus tard, Tom essaie de rassurer sa famille en disant que tout le monde n'a pas pu périr. Il prend des mesures et réalise que la boussole ment. Le nord n'est pas où il devrait être. Cela signifie que les pôles de la Terre ont changé. Une telle chose est déjà arrivée sur Terre, mais il y a longtemps. Il s'avère que la mer s'est retirée là où se trouvait la Terre, et très probablement, l'humanité a péri. Cassie ne peut pas supporter cette révélation et court à la cabine, demandant à être laissée seule. Julia va faire l'inventaire des provisions restantes, tandis que Ben libère un tas de ballons colorés dans le ciel, espérant que des survivants viendront à leur aide. Pendant ce temps, Tom allume la radio et envoie des signaux de détresse. De manière inattendue, il entend une réponse. Elle vient de Naoto, le capitaine d'un petit submersible. Ils étaient en profondeur sous l'eau lorsque la catastrophe est survenue, et c'est pourquoi ils ont survécu. Cependant, tous les systèmes de communication ont échoué, et attendre de l'aide est futile. Selon ses calculs, la mer reviendra dans environ 1 semaine, et ce sera dur. Alors l'homme leur conseille de trouver un terrain plus élevé et d'y rester. Julia ordonne aux enfants de préparer leurs affaires. Tom demande directement au capitaine s'il peut sauver leurs enfants. Naoto explique que le submersible est très petit. Malheureusement, le partenaire de Naoto est mort, et il ne peut prendre qu'une personne. Après quelques négociations, Tom convainc Naoto de prendre les 2 enfants et lui fournit leurs coordonnées. Tom trace une route sur la carte marine et promet d'atteindre l'emplacement en quelques jours. Le lendemain matin, la famille est presque prête à partir. Tom monte sur le pont et voit soudain un homme avec un chien approcher. Il marche vers lui et le salue, mais remarque que l'homme est blessé. Il offre de l'eau aux voyageurs. L'homme la boit puis, soudain, donne un coup de poing au visage de Tom, ce que Julia voit. Elle se précipite vers son mari alors que le voyageur enfonce une lance de fortune dans la poitrine de Tom. Le chien empêche Julia d'approcher, bien qu'elle soit elle-même figée de terreur. Réalisant qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver son mari, elle court vers le yacht. L'homme la poursuit et la blesse au bras. Néanmoins, Julia monte sur le pont et les enfants, entendant ses cris, viennent à son aide. Ensemble, ils barricadent les portes de la cabine. Après cela, Julia cache Cassie et Ben dans un casier, donnant à sa fille le pistolet de détresse et lui disant de tirer en dernier recours. Pendant ce temps, le tueur essaie de défoncer les portes et finit par y parvenir.
Julia se cache dans la salle de bain, soignant sa blessure. En entrant, l'intrus se dirige directement vers la cuisine et prend de la nourriture. Il est clair qu'il a très faim. Tenant une boîte de conserve, l'homme commence à chercher dans le yacht pendant que Julia s'arme d'un couteau de cuisine. Il entre dans la cabine, mais la femme saute par-dessus bord. Se cachant sous le yacht, le tueur regarde à travers le trou mais ne la voit pas. Cependant, le chien attaque Julia, la forçant à le tuer. L'homme entend le cri, sort et trouve le corps du chien. Pendant ce temps, Julia remonte sur le yacht par les hublots de l'autre côté. Elle tombe directement dans les mains du tueur. Il l'abat, la jette sur un canapé et lui attrape la gorge, ayant l'intention de l'étrangler. Cassie voit tout cela et réalise que c'est le dernier recours. Elle ouvre le casier et tire sur l'homme. Le tir le fait tomber sur le côté, mais la fusée met le yacht en feu. Julia ordonne aux enfants de fuir pendant qu'elle se glisse dans la cuisine. Le tueur, seulement blessé, essaie d'attaquer à nouveau. Julia le repousse d'un coup de pied, attrape les sacs préparés et saute par-dessus bord, où Ben trouve le corps de son père. Cassie court vers le cadavre et pleure dessus. Julia embrasse son mari décédé, mais voyant le tueur sauter du yacht en flammes, elle prend les enfants et s'en va. Le bateau explose derrière eux. La famille traverse le désert rocailleux et trouve bientôt refuge dans un canyon où coule un ruisseau. Cependant, l'eau est salée et imbuvable. Cassie partage une petite quantité d'eau avec son frère, mais il refuse de boire. Le garçon se sent coupable, croyant que le tueur est venu parce qu'il a vu les ballons. Cassie exprime aussi cette pensée, mais Julia lui ordonne d'arrêter et défend son fils, expliquant qu'il ne voulait pas faire de mal. Elle dit aux enfants de se ressaisir car un long voyage les attend. Puis elle aperçoit à nouveau le tueur. Toujours suivant leurs traces sans relâche, la famille se hâte. Ce soir-là, Ben trouve la carcasse d'un requin marteau et essaie de la découper. Mais Julia voit le poursuivant et ordonne aux enfants de courir. Ils trouvent bientôt un champ de barils de déchets toxiques autrefois inondés, mais Julia pousse les enfants à avancer malgré la menace de contamination. Sachant que le tueur est toujours à leur trousse, la famille marche le long de l'ancien fond océanique, serpentant à travers des piles de plastique et autres déchets déversés par les humains. Bientôt, Julia remarque que Ben est sévèrement déshydraté et lui donne les dernières gouttes d'eau. Cassie fait une crise, convaincue qu'ils n'ont aucune chance de survie. Mais Julia leur ordonne de continuer à avancer. Finalement, ils trouvent le fuselage d'un avion qui s'est écrasé en mer il y a longtemps et rampent à l'intérieur pour se reposer. Julia examine la dernière photo de leur famille et raconte l'histoire de sa première rencontre avec Tom, qui a eu lieu à son hôpital, où Tom a été amené avec une maladie de décompression après une plongée ratée. Les enfants pleurent en se souvenant de leur père et en lui disant un dernier adieu. La nuit, Cassie est réveillée par un bruit et sort pour s'asseoir près de l'avion. Sortie de l'obscurité, le tueur s'approche d'elle, ignorant que la fille sert d'appât. Alors qu'il se prépare à l'attraper, Julia lui tend une embuscade et poignarde l'homme avec un couteau. À l'aube, la famille se prépare à continuer son voyage, pour découvrir que le corps du tueur a été dépecé, signe que quelque chose de plus dangereux que les humains rôde dans le désert. Il continue. Julia consulte la carte, lorsque Ben se précipite soudainement en avant. Sa mère lui crie d'arrêter, mais le garçon court vers une flaque salée et parvient à boire quelques gorgées. Julia l'en éloigne, mais le garçon tombe malade. Bientôt, ils trouvent des chaises en plastique et construisent un abri de fortune contre le soleil à l'intérieur. Soudain, Julia entend des sons étranges. Elle sort et voit quelque chose qui la force à réveiller les enfants. Réalisant le nouveau danger, ils commencent à courir. Bientôt, ils aperçoivent un grand navire au loin, entouré de conteneurs échoués et de quelques personnes errantes. Julia leur crie, mais eux, voyant des milliers de crabes géants, se précipitent dans un conteneur et enferment les portes. Ignorant ces appels à l'aide, les trois montent sur un conteneur. Bien que les crabes parviennent à blesser Julia à la jambe, Julia, Cassie et Ben s'assoient dessus, regardant les crabes pénétrer à travers une fissure dans les portes, tuant tout le monde à l'intérieur. Malgré les tentatives des gens pour les repousser, Julia noue un foulard autour de sa jambe et s'évanouit. Le lendemain matin, elle se réveille seule, terrifiée, et appelle les enfants. Mais il s'avère que les crabes sont partis et que les enfants sont descendus chercher de la nourriture et des armes. Julia cautérise sa blessure pendant que Ben examine les armes trouvées. En fouillant dans les conteneurs, ils trouvent une petite quantité de nourriture et d'eau dans la poche de l'un des défunts. Julia trouve une radio et contacte Naoto. Il répond, expliquant qu'il a également été attaqué par des arthropodes des grands fonds marins. D'après ses observations, la mer reviendra bientôt. C'est pourquoi les créatures ont émergé. Julia le supplie de sauver ses enfants, mais elle ne sait pas où aller car elle a perdu la carte. Naoto tire une fusée éclairante. Ben voit la direction, et la famille se précipite vers elle. Bientôt, ils aperçoivent un sous-marin jaune au loin, mais l'atteindre est difficile en raison du terrain de l'ancien fond marin. Cassie n'aime pas que sa mère parle de sauver les enfants, mais Julia refuse de répondre et pousse la famille à avancer. Ils sont forcés de traverser un canyon contaminé par des déchets toxiques. À un moment donné, ils sont pris dans un éboulement et Julia est séparée des enfants. Elle leur ordonne de continuer, et lorsque Cassie refuse, Julia la supplie de sauver son frère, Kat. Cassie et Ben sortent du canyon et atteignent le sous-marin. Mais à l'intérieur, il n'y a personne. Soudain, Naoto, grièvement blessé, émerge de derrière le bateau. Il admet qu'il n'a aucune chance de survivre et leur ordonne de monter à bord. Mais Cassie retourne chercher sa mère, qui se défend contre les crabes émergents. Ses balles presque épuisées,
Cassie grimpe la barrière rocheuse et tend la main à sa mère. Ils parviennent à atteindre le sous-marin juste au moment où les crabes submergent Naoto, qui meurt dans leurs griffes. La famille monte à bord, et à ce moment-là, une vague océanique déferle à l'horizon. L'eau soulève le sous-marin et le traîne à travers les rochers. Et alors que Julia regarde tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours défiler devant ses yeux, elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, elle trouve le navire à l'arrêt. Julia ouvre la trappe et la famille émerge pour se retrouver dans une ville en ruine, portée là par la vague. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Récap Trillionnaire, la chaîne incontournable pour les meilleurs résumés en français. À bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes.